Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Dash Télévision, c'est l'heure du prime de l'information et voici les titres. Controverse autour de la candidature du président Paul Biya avec les sorties des ministres de la Communication René Emmanuel Sadi et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Paul Biya sera-t-il candidat ou pas? La question demeure dans ce chassé-croisé d'idées qui démontre, selon les observateurs, la persistance d'un malaise au sein de cette formation politique, le RDPC, qui est le parti au pouvoir. 389 établissements de microfinance autorisés à exercer au Cameroun, soit 11 structures en plus par rapport aux chiffres de l'année dernière. Une donnée qui traduit l'intérêt de nombreux Camerounais pour ce système de financement considéré comme un maillon fort dans la création des richesses. Ce sera d'ailleurs l'objet du débat de ce soir. Le groupe d'avocats tchadiens et français, on parle de sport au bas de ce journal avec la fin de saison du championnat national MTN Elite One, avec la rencontre opposant Colombe du Dja et Lobo et Panthère Sportive d'Undé. Un dernier temps fort d'une saison tumultueuse jouée le week-end dernier où les arbitres ont été vertement critiqués, les équipes lancées dans le boycott du championnat. Une saison avec des performances remarquables pour certains et des salaires impayés pour d'autres. C'est tout pour les titres. Tout de suite, les détails. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par le chiffre du jour et c'est le 4500 pour parler de ces 4500 enfants n'ayant pas reçu leur première dose de vaccin au premier semestre de l'année 2025. Nous sommes dans l'ouest Cameroun, une situation due à la réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants. Et cette controverse, je vous le disais en titre, autour de la candidature du président Paul Biya qui est montée d'un cran avec les récentes sorties des ministres de la Communication René Emmanuel Sadi et du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et qui n'est pas moins son camarade de parti, le professeur Jacques Famdongo. Si pour l'un, les possibilités d'une représentation du président sortant sont mitigées, l'autre par contre est péremptoire et estime qu'il n'y a point de débat en la matière. Dans ce chassé-croisé d'idées, les observateurs y voient plutôt la persistance d'un malaise au sein de cette formation politique à l'orée de la présidentielle qui se tient dans quelques mois. Ce sera en octobre 2025. Le compte rendu de Serge Bertrand ici. Qui du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et du professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-il apte à se prononcer officiellement sur la candidature du président Paul Biya? La question est d'un intérêt particulier au moment où les deux cadres du parti tiennent des discours dissonants en la matière. Selon le juriste et politologue Louison Essomba, le débat est vite tranché en faveur du professeur Jacques Famdongo sur la base des statuts, mais surtout de sa qualité au sein du parti. Monsieur Emmanuel Sadi est un peu plus réservé parce que lui parle du 50%, pour dire qu'à 50% aussi, le président peut ne pas présenter sa candidature. À 50% aussi, il peut présenter sa candidature. Or, le ministre Jacques Famdongo, ministre d'État, lui, il est dans la logique d'un 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obstacle à ce que le président de la République ne soit pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, à partir de là, la lecture croisée permet de comprendre tout simplement que le ministre qui est apte en tant que militant et qui doit porter la voix du parti, je pense que ce n'est pas le ministre René Sadi, mais c'est bien entendu le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Au-delà de la polémique, ce clair-obscur pourrait traduire un dysfonctionnement au sein du parti. Cela justifie alors les doutes et certitudes en interne, dont les récentes initiatives de certains cadres du parti en donnent la confirmation d'ailleurs. Vous avez constaté que depuis un bout, le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, a enclenché un certain nombre de concertations régionales. Or, vous savez que c'est une question du parti. On voit bien que de l'autre côté, le secrétaire général Jean Côté, lui aussi, entreprend déjà ou envisage déjà les possibilités de mener des consultations. Donc vous voyez que cela ne traduit pas une sérénité au sein
du RDPC en quelques 3 ou 4 mois de la tenue de l'élection présidentielle, qui est la reine mère des compétitions électorales au Cameroun. Donc nous pensons que ce ne sont pas des signes qui rassurent et des signes qui apaisent. Au contraire, ce sont des signaux qui marquent ce que je pourrais appeler une mésentente au sein d'une famille. La présidentielle d'octobre approche à grands pas et les candidatures à date se font déjà ressentir. La grande attraction, cependant, demeure autour de celle du président sortant Paul Biya. En l'état actuel, bien malin serait quiconque trancherait de façon péremptoire sur cette question. Vous l'avez dit dans cette lecture, merci à vous Serge Bertrand, ici éligible à sa réélection. Le président en exercice Paul Biya, à cette date, ne s'est toujours pas prononcé sur une future candidature pour un nouveau mandat de 7 ans. On prend la direction de la ville de Nkonsamba qui a été couronnée la ville la plus propre du Cameroun. Les résultats ont été rendus publics lors de la 39e édition de la Journée mondiale de l'habitat célébrée hier lundi dans la ville de Bafoussam. Cette célébration clôture toute une semaine d'activités liées à l'habitat et sous le thème « Innover et agir localement face aux crises urbaines pour une gestion durable et participative en faveur du développement du Cameroun ». On fait le point avec Marie-Vonne Dongo. Pour cette année 2025, les résultats officiels de l'évaluation par le jury national des villes les plus propres du Cameroun placent l'arrondissement de Nkonsamba premier dans la région du littoral en tête du classement. Mesdames et messieurs les vainqueurs du concours Ville propre édition 2025 et la commune d'arrondissement de Nkonsamba. La commune a réussi à dévancer celle de Bafoussam deuxième, qui prend la deuxième place, et Garoua deuxième dans le septentrion, classée en troisième position. La commune d'Atok dans la région de l'Est Cameroun, quant à elle, occupe la dernière place du classement sur les 10 communes finalistes du concours. Un prix spécial a été décerné par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Célestine Ketchakourtes, à l'arrondissement de Yaoundé 5, dans la région du centre, en reconnaissance de ses efforts constants pour améliorer l'hygiène et l'assainissement dans la ville. Le concours Ville propre a mis en lumière l'engagement et le dévouement des maires locaux en faveur du développement de leur commune. Célestine Ketchakourtes les a exhortés à redoubler d'efforts pour faire progresser leur communauté. Favorisant le plein emploi productif et le travail décent pour les jeunes, le travail décent pour les femmes, pour tous, et promouvoir des villes intelligentes, résilientes, sûres et attractives, ne laissant personne sur le côté. La 39e édition de la Journée mondiale de l'habitat s'est achevée par une déclaration de la ville de Bafoussam sur l'avenir des villes du Cameroun qui servira de boussole dans les prochaines années. Les acteurs des filières des industries, de l'hôtellerie et du tourisme voudraient rehausser la valeur des produits Made in Cameroun. Le syndicat patronal va organiser au mois de novembre 2025 un festival irrelatif et avant cette échéance, une réunion préparatoire a réuni à Douala ce mardi les responsables de chaque domaine d'activité qui ont souhaité que l'accent soit particulièrement mis sur la qualité des personnels employés. Marie-Vonne Dongo. Des filières agroalimentaires innovantes. Promouvoir le Made in Cameroun, cela passe par le rassemblement des acteurs des différentes filières, notamment l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Pour le syndicat national des industries de l'hôtellerie et du tourisme, il était temps de valoriser et de rehausser les richesses locales. C'est le but de ce festival, c'est de faire en sorte que tous les acteurs se retrouvent et nous allons écrire d'une façon ou d'une autre, peut-être à travers CVUC, peut-être à travers les différentes plateformes, tous les acteurs du secteur de la gastronomie pour qu'ils se retrouvent donc en novembre. Pour cette réunion préparatoire, plusieurs acteurs de la chaîne ont été conviés. Ils sont entretenus sur plusieurs notions autour de la richesse culinaire du Cameroun et l'une des plus importantes notions, la dynamisation de la chaîne de valeur alimentaire camerounaise. Plusieurs structures font face au manque de qualification du personnel, par exemple, un problème abordé au cours des échanges. Le personnel n'est, 1, pas qualifié, 2, n'est point formé. Alors j'ai pris sur moi de créer un système de formation pour tous les services dans l'hôtel. Ça c'est d'un. Maintenant, avec l'appui de ce syndicat qui se crée, encore en vue du festival qui approche, nous allons davantage mettre l'accent
Mon point premier, c'est l'accent sur les formations du personnel. Les acteurs des 360 communes camerounaises se retrouveront au mois de novembre prochain autour d'un festival national inédit. Une occasion unique de valoriser le label Cameroun. Dans le dossier de cette édition, on parle établissement de microfinance. 389 justement sont autorisés à exercer au Cameroun d'après la liste dressée au 31 décembre 2024. C'est 11 structures en plus par rapport aux chiffres de l'année dernière, une donnée qui traduit l'intérêt de nombreux Camerounais pour ce système de financement considéré comme un maillon fort dans la création des richesses. Mais seulement il faudrait savoir que certains affichent leur réticence sur la base de certaines expériences vécues, pas toujours négative cependant. On fait le point avec Cédric Tachago. Ils sont considérés comme des moteurs de l'économie informelle au Cameroun. Les établissements de microfinance ont le vent en poupe et les adeptes justifient leur choix. Elles permettent d'avoir des facilités qu'on n'aurait pas toujours en banque parce qu'elles jouent un rôle de proximité, de compréhension, d'accompagnement. Et surtout des très petites entreprises qui ne peuvent pas avoir aussi bien l'oreille ou même l'aura d'être comprises, ces petites entreprises-là, par les grosses banques, etc. Seulement, certains ont testé l'affaire et ont malheureusement pris la décision de s'en éloigner. D'un, ils prélèvent les intérêts dans les comptes d'épargne. De deux, lorsque vous avez un compte de virement, on prélève chez le patron, on prélève chez l'employé. Hein? Le taux de pourcentage est parfois trop élevé. C'est-à-dire que les gens ne respectent, les microfinances ne respectent plus le taux de pourcentage prévu par la réglementation. D'autres observent la scène à bonne distance. Moi, je ne suis jamais intéressé aux microfinances. Parce qu'à chaque fois que je comprends, on me dit que les microfinances, c'est fermé, le microfinance est fermé. Les gens sont découverts devant pour l'argent. Non, moi, je ne suis jamais intéressé aux microfinances. Mais à travers l'obtention des microcrédits et des opérations d'épargne, les avantages sont multiples, chose confirmée par les acteurs de l'intérieur. Je dirais par exemple qu'elle contribue à la réduction de la pauvreté, en ce sens où elle crée des emplois, des activités génératrices de revenus. Elle contribue de manière conséquente au développement de l'entrepreneuriat. Le dernier recensement du ministère des Finances fait état de 378 établissements de microfinance autorisés à opérer dans le pays. Elles ont en tout prêté 666,2 milliards de francs CFA en 2024. Le montant représente 11,4% des crédits accordés par les institutions bancaires opérant au Cameroun. Des réticences qui démontrent à suffisance la méfiance aujourd'hui affichée par les établissements de microfinance. Pourtant, le secteur joue un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté en offrant les missions à lui confier des services financiers aux populations à faible revenu. Plusieurs obstacles freinent toutefois le plein épanouissement des microfinances, comme c'est le cas du manque de financement et de la complexité de la réglementation. On regarde. Entre manque de financement et complexité de la réglementation, les challenges rencontrés par les microfinances au Cameroun sont grands. Il faudrait ajouter à cela la faible capacité de mobilisation des capitaux, la concurrence avec les banques. Des difficultés qui restent un véritable frein au plein épanouissement des clients et des établissements qui sont l'une des causes principales de leurs difficultés à s'intégrer. Pourtant, le secteur de la microfinance est en pleine expansion et attractif pour les investisseurs du secteur bancaire et hors bancaire. On assiste véritablement, selon l'expert financier Georges Meka Abessolo, à une bancarisation accélérée au bas de l'échelle par les microfinances que par le haut de l'échelle des banques classiques. Le secteur est en passe d'être l'un des moteurs durables de l'inclusion bancaire et financière à l'horizon 2030. Ce qui constitue la raison pour laquelle on assiste à la création de ces EMF par les banques classiques. La contribution des établissements de microfinance au financement de l'économie était évaluée à 21% en 2021, selon les données rendues publiques par le ministère des Finances, soit une augmentation de 16,41% contre 15,4% pour les banques classiques. Des points positifs, un marché en plein essor qui reste malheureusement confronté à une mauvaise gestion, un soutien insuffisant des gouvernements, des impôts élevés, un développement inadéquat des infrastructures et des pénuries de fonds. De plus,
Il faudrait ajouter le surendettement qui constitue un sérieux défi à la croissance du secteur de la microfinance, car il touche des couches marginalisées de la société camerounaise qui souhaitent améliorer leur niveau de vie. Les facteurs les plus importants qui pèsent sur le secteur de la microfinance au Cameroun sont la tendance croissante des clients à emprunter plusieurs fois et une gestion inefficace des risques. Il existe pourtant des solutions logicielles bien intégrées pour les institutions de microfinance. Elles permettent d'accéder à des capacités bancaires de classe mondiale, leur permettant de concurrencer efficacement les banques commerciales traditionnelles. Les IMF au Cameroun doivent faire face à des défis complexes, mais aussi saisir les opportunités offertes par la digitalisation et les partenariats pour assurer leur pérennité et contribuer au développement économique et social. Qui de plus indiqué pour nous parler justement des établissements de microfinance comme promoteur justement d'une microfinance. Il s'appelle John Etta, il est le président directeur général et promoteur de Djangui Cool. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. The pleasure is mine. Alors, on parle justement des microfinances. Vous êtes promoteur d'une microfinance. Il y a forcément beaucoup de difficultés, de challenges auxquels vous faites face. Bien évidemment. Et surtout, puisque nous sommes au Cameroun. You want to speak in English? Yes, I would love to speak in English, yeah. So, you know, the microfinancial sector, you know, has many challenges. And for the first part, we have to first of all applaud all the operators in this sector, knowing that they are serving the previously unbanked category or segment of the population. You know, the average age of a Cameroonian is like 20 years right now. And 80% of this population is unbanked. Also, there are rural areas that do not have access to, you know, major banks, the incumbents. But through microfinancial institutions, we are able to reach out to this segment of the population. So there's a lot of growth. A lot has happened that has helped families to better their lives. That said, there are so many challenges still that we need to tackle. And this is in line, you know, with nation building as we tackle these problems. Number one, you know, the lack of financial education in our population. You know, people are not, they don't teach financial literacy in school. You don't have them in churches, and parents don't know better. So people are left to themselves. Now, also, you have a lot of regulations when it comes to microfinancial institutions. So one thing we notice is that one person can go and borrow money from diverse microfinancial institutions. So there is no framework. There's no credit bureau that enables us to access the data like it is in developed countries where people have credit score ratings. You can't borrow in financial institution number A and still borrow in financial institution number 3. You know, you'll be sorted out. So there's lack of data, there's lack of transparency, and there's a lot of disorganizations where by, you know, a lot of these financial institutions don't meet to elaborate and to ask themselves how we can together, you know, tackle these challenges that we face together as one front. Mais justement, on a l'impression qu'il y a justement ce désordre au sein même des microfinances. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez peut-être pas vous mettre ensemble pour avoir une régulation ou une réglementation qui permettrait justement de réguler le secteur pour que ce soit plus harmonisé et plus efficace? Parce qu'on sait qu'il y a plus 11 établissements de microfinance qui se sont ajoutés aux dernières qu'on avait eues il y a un an plus tôt. Yes, that's a very good question. And the first thing is to first identify the problem and to make it a subject. And we are calling on the state because every microfinancial institution is, in its own way, an independent structure. So if we don't have the state to accompany us with a political program that drives financial inclusion, that promotes microfinancial institutions, then it will be very difficult for us to meet. So we need leaders in the sector, you know, we need to first of all, you know, be having this conversation like you invited me here. So thank you very much. For us to know that it's a real serious problem, because we can't allow the most important aspect of the economic life of a country in the hands of informal, you know, operators. We need to structure our industry, because it's a very powerful industry. It's one of the main industries that is driving this country. You'll be shocked, you know, that about 60% of the population
is getting their credit or saving their small money through this microfinancial institution. Even when they use informal systems like the tontine or jangis in the quarters or in the villages, they end up, banking this money with the credit unions. You see, so the credit unions play a very vital role, a central role in the development of a nation like Cameroon. And we've seen in other countries how credit unions change the economy. Because it's through the credit union that the state is able to access the local population, from the various, standpoints. So we play a very central role, and I think we should take it seriously. It should be at the center of our discussions in the country. I think this is one of the first times that I'm hearing, a TV talking about the credit union, which is a start. I think we should promote these conversations, organize seminars and workshops to educate ourselves and to learn from countries that are ahead of the game, because credit unions didn't start in Cameroon. It started in the United States about 60 years ago. So it's something that we've learned from them, and we're adapting into our context. And it has helped many families to move from abject poverty to where they are. Très bien. Alors, Monsieur Etta, il y a justement, on parle de cette désorganisation ou de ce manque d'organisation au sein même des établissements de microfinance. Mais on a l'impression que vous également, au niveau des établissements de microfinance, vous êtes un peu à l'origine des problèmes rencontrés. Parce qu'il y a des gens qui veulent emprunter et on ne voit pas le retour sur investissement. On a la gestion inefficace des risques. Est-ce que les populations sont vraiment éduquées et réellement éduquées sur ce que c'est que la microfinance et comment justement se comporter face à une microfinance? No, they're not. They're not educated. That's the first thing. So this is one aspect of life that we should integrate in schools curriculum. In school, you go to school, you learn about everything except the fact that you need to save money. So you see people, they need capital. Everyone needs capital. It is just a matter of when will you need it. It's not if you will need. We all know you will need capital. There's no wealthy person who does not have a loan. All wealthy people are debtors. But now, if you don't have access to this credit, then you're not going to move your business to the next level or your personal life. In other countries, we see that they even give student loans, study loans. You go overseas and study on a loan. You even study in the country on a loan and you pay back. The access to loan is the right of the citizen of a country, because there's no scarcity of resources in actual terms. So why is there a gap right now? There's a gap because, the individuals, the players, the institutions, and even the state, so you have three parties. We all need to play our parts to make sure that we serve the common citizen who needs this credit. Because without credit, you cannot do anything in your life. Even if you are a civil servant, let's say in your case, you will need to be saving. Now, most civil servants don't save. They rather take overdraft. They're rather owing. They don't have investment portfolios. They don't know how to manage risk. And they put so much pressure on the microfinancial institution, and loans are being given to them and are unable to pay. Now, financial institutions also need to understand that we do not need to be a punitive organization. We should be an organization that accompanies our clients, educate them, because studies have shown that you can educate your client to become credit worthy. And the system of credit score rating should be implemented in Cameroon, because the credit score rating is what has made the other nations to thrive in this area. But in Cameroon, there's no credit score rating. There's no credit bureau. The data is dispersed. So we have a problem of data. So when we are going to allow all our data to be used, and I say this to Cameroonians, that we should all allow our data to be analyzed so that these institutions should better serve us. Alors, Monsieur John Etta, on le sait, on l'a suivi dans le reportage signé Cédric Tachago, les établissements de microfinance aujourd'hui contribuent très fortement à l'économie nationale. Et vous allez plus facilement dans les villages, les zones rurales que les banques classiques. Mais on a aussi un autre problème, le pourcentage des crédits. On a l'impression que ce n'est justement pas harmonisé. C'est chaque établissement de microfinance qui fixe son taux, et c'est la raison pour laquelle on a du mal peut-être à faire confiance à ces établissements de microfinance. That is true. There is a problem of disorganization and regularities. So you go to this microfinancial institution, you notice that their interest rate is 1%, this other one 2%, this other one 3%, just as an example. So there's no uniformity. That's a problem.
But this also stems from the fact that you don't even know if this same person has a loan somewhere else. It's dangerous. So it makes the average citizen to be a dangerous lender, borrower, a dangerous borrower. You are not creditworthy. But can a citizen function without loans? Hell no. So the microfinancial institutions are facing these problems. We need to organize ourselves. That is understood. Also, we need to understand that if we are not going to provide credit to our population, our clients, then we should not exist. It's like we are existing because we need to offer financial services to the banked, the unbanked, and the underbanked segment of the population. There are 3 categories. Now, 60% of our local population is underbanked. The fact that someone has a bank account does not mean that bank account is active. And sometimes, very soon Rentrée Scolaire will be coming. A lot of parents want to send their children to school. We should be able to create platforms, opportunities for them to have access, and we accompany them. That's why most of the credit unions, they do ACAO, what we call ACAO. We go down to the streets, the markets, and we ask these women, these street vendors, to save small amounts of money every day, even if it's just 500 francs, 1,000. But now, since they're not very educated, when they even save, every month they come and withdraw and empty their account and they start all over again. That's wrong. So you see, there's always a vicious cycle of perpetual poverty, and these citizens are trapped. The government cannot do everything. So citizens need to rise up. We also need to go down with the population. For example, for our own credit union, Jangi Cooperative Credit Union called Jangico, we are using digital tools and social media to access, the population that we can access on social media. There's a range age, the millennials and the Gen Z, the younger generation from 50 below. We're able to access them through social media. And we're able to serve them even through WhatsApp conversations and send receipts through WhatsApp and serve them even through the night. It makes it very powerful to serve the new Cameroonian, the modern Cameroonian. Because the Cameroonian of today, the young people are disconnected from the culture of credit unions. But you cannot just move from a low income and you start thinking that a major bank, I don't want to call any name, can serve you. You are not a good client for a major bank. The highest thing you can do is to receive money. Maybe you are having a job or a client from overseas. You can receive money. But you cannot qualify for a credit potential, credit worthiness for a major bank to serve you. So who is your best to go partner? It's a credit union. Très bien. Alors, John Etta, on comprend très bien qu'il y a aujourd'hui de nouveaux outils qui vous permettent d'avoir le suivi et de suivre effectivement vos clients. Mais moi, je veux poser une autre question. On a l'impression justement que vous ne pouvez pas challenger les banques classiques. Et pourtant, vous êtes un maillon essentiel dans l'économie nationale et locale. Et il y a de nouveaux outils qui vous permettent aujourd'hui de challenger les banques et de vous arrimer aux exigences internationales. Comment est-ce que cela est possible sur le terrain? You have said something very important. But in that dynamic, instead of challenging the banks, we rather need to partner with them. Très bien. So that they handle the back end and we handle the front end. So we can reach thousands and thousands and hundreds of millions of young people with our new innovative systems, social programs that we organize, movements, organizations, associations, through social media, the internet, and even major TVs like this. We can speak the language of the young people, let me put it that way. So we do the front end, and we partner with them with the back end. So they also need to open us a lot of credit, a lot of liquidity, so that we'll be able to serve our clients better. And with innovations, like the mobile operators that are now in the game, they're also gradually taking part into the financial system. The remittance, mobile money all over the place. Right. And it allows us to know who is creditworthy and who is not. It's a problem of being creditworthy or not. It's a problem of qualifying for a loan or not. It's a problem of being financially disciplined, financially aware or not. But do our people have access to this information? You just know that, I'm waiting one day that the country will change. No, the country will not change if we don't all get to work. It's not a one-man's thing. It's not the government's thing. It's all of us as one. There is a lot of capital in Cameroon. That we should be clear. There's no lack of money. If there's no lack of money, why is it that young businesses and struggling business people
do not have access to capital to grow. It's a lack of information, lack of education, lack of awareness, lack of structure. So there's a lot to be done. We are happy. Cameroon is a new nation. That's one thing we need to know. We are just 60-something years old. And with the advent of technology, we should speed up. The time has come for us to speed up. We've seen countries like China speed up in 20, 30 years to become an emerging and leading nation. We can as well do that. But we depend on every partner of the society and the country, of the state, to take part. Individuals, organizations, and the state should work together for the promotion of financial inclusion in Cameroon. Et forcément, il y a des propositions que vous voulez faire pour un plein épanouissement des établissements de microfinance au Cameroun ou en Afrique centrale. Yes, number one is that we need to have a very structured operations that is transparent, with a good customer service and customer experience, where us as credit unions, we need to become, first of all, social educators. Education should be our number one aspect, not actually just saying, come and open an account with us. They open an account and what next? So there's a lot of education that needs to happen, because these people that come in, they don't know anything about financial intelligence. They don't know what they need to do. Their financial habits are disorganized and nasty. We need to clean their habits and organize it, because finance is a matter of habit. C'est question d'habitude. Très bien. So you don't decide what your future will be. You decide on your habit, and your habit decide on your future. So we have a lot of work to do in the domain of education. Number two, on our staff, we need to constantly train our staff for us to be structured. Number three, we need to bring in technological solutions. There are so many right now in the world that we need to bring those tools. Number four, we need to innovate to reflect the client's peculiarities and realities. Some clients may have money seasonally. You may have your money maybe after every 2 months, some after every month. So we must adapt our solutions regarding vis-a-vis the realities of that client. Like for someone like you have your salary every month. How can we help you to have a credit of 5-10 million? It's a question we should be asking. Now, if we go into research and development, we can come up with a solution that fits your reality, and you can grow to become financially viable. Exactement. Those are the things we need to do. Then last but not the least, we need to work together. We need to organize workshops, seminars, for us to have a common front, because the marketplace is big. We should not fight. We should collaborate. Très bien. Yeah. La collaboration. Merci à vous, John Etta, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le promoteur, le président directeur général de Djangui Cool. On espère Djangui vous Cooperative revoir. Credit Union, Djangui Cool. Très bien. Yes. D'ici là, on espère vous revoir sur Dash Télévision et Dash Média. It will be my pleasure to come. Dans la suite de ce journal, on parle santé avec plus de 4500 enfants âgés d'au moins 6 mois de la région de l'Ouest qui n'ont pas reçu leur première dose de vaccin au premier semestre de l'année 2025. Cette situation préoccupante pour les professionnels de la santé est due à la réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants. La coordination régionale du programme élargi de vaccination de l'Ouest mise fortement sur la sensibilisation de toutes les parties prenantes pour une adhésion massive des parents au respect du calendrier vaccinal. Les détails sont signés Serge Bertrand ici. Malgré les efforts des pouvoirs publics pour prémunir les enfants de 0 à 24 mois contre certaines pathologies, plusieurs antigènes n'ont pas une couverture vaccinale optimale dans la région de l'Ouest au premier semestre de l'année 2025. C'est le cas du vaccin BCG contre la tuberculose, de même que la deuxième dose du vaccin contre la rougeole qui s'administre à 15 mois. Ce sont plus de 4500 enfants âgés d'au moins 6 mois de la région de l'Ouest qui n'ont pas reçu leur première dose de vaccin dans cette période de référence. Une situation qui préoccupe les responsables de la coordination régionale du programme élargi de vaccination. Le vaccin pentavalent qui contient 5 vaccins en un, pour lesquels dans la région de l'Ouest, au premier semestre de l'année, nous avons encore pratiquement 4900 enfants qui ont déjà atteint 6 semaines d'âge et qui ne l'ont pas encore reçu. Donc le nombre d'enfants 0 dose dans la région de l'Ouest se trouve encore élevé. C'est ce que nous appelons des enfants 0 dose. Et les enfants 0 dose constituent pour nous une priorité. Le Human Papillomavirus, un vaccin contre tout type de cancer qui s'administre chez les adolescents des deux sexes de 9 à 14 ans, a l'une des couvertures vaccinales les plus faibles sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes en termes de couverture vaccinale chez les garçons
à peine à 3% et chez les filles, à peine à 5% de façon globale. Les maladies à Human Papilloma Virus ne sont pas une vue de l'esprit. Ce sont des maladies qui existent dans notre communauté. Nous avons les condylomes, nous avons les infections génitales, nous avons les cancers anogénitaux, les cancers de la gorge, les cancers du col de l'utérus, les cancers du vagin, qui sont des maladies effectivement que nous retrouvons dans les populations qui habitent autour de nous. Donc ce vaccin est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir prévenir ces différentes maladies. Fort de ce constat, les personnels de santé ainsi que les médias sont invités à accentuer la sensibilisation pour une adhésion massive des parents au respect scrupuleux du calendrier vaccinal, qui seul peut renforcer l'immunité de leur progéniture par la vaccination de routine. Du sport au bas de ce journal avec la fin de saison du championnat national MTN League One. L'apothéose a eu lieu dimanche dernier au stade Mbappé-Lépé avec l'affiche colombe du Dja et Lobo et Panthère sportive d'Undé. Le dernier temps fort de cette saison tumultueuse où les arbitres ont été vertement critiqués. Les équipes se sont lancées dans le boycott du championnat avant d'y revenir et les joueurs ont animé cette saison avec des performances remarquables pour certains et des salaires impayés pour les autres. Jérès Ngepchuan dresse le bilan de cet exercice. Au stade Mbappé-Lépé de Douala, la colombe du Dja et Lobo reçoit son titre de champion du Cameroun sous les regards de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. L'aboutissement d'une saison historique pour l'Oiseau du Sud, auréolé de son premier sacre en championnat. Ça n'a pas été une saison facile, mais je peux déjà féliciter le travail qui est fait par tout le staff technique, l'administration de l'équipe qui a vraiment œuvré de toutes les façons qu'on puisse aller loin dans ce championnat. Je crois que c'est quelque chose de mérité, puisque 5 journées avant la fin du championnat, nous sommes déjà champions. Et on est maintenant dans la poursuite de la Coupe du Cameroun, puisque c'est notre trophée qu'on défend dans les prochains jours. Et on va bien se préparer, n'est-ce pas, pour faire encore plus plaisir aux enfants du Sud qui, n'est-ce pas, ont mérité ce trophée. Avec ce titre, la colombe est l'unique représentant du Cameroun pour la prochaine Ligue des champions africaine. Réagissant sur le bilan technique du championnat, un entraîneur d'élite fait son appréciation. Les équipes ont au moins joué 29 matchs pour certains et 30 pour d'autres, ce qui n'était plus arrivé il y a plusieurs années au Cameroun. Donc on peut également retenir que 4 clubs sont descendus dans un timing au niveau de la fin. Donc c'est regrettable de voir Bambutos, Astre, Union, Yosa qui a été déclaré forfait général, n'est-ce pas, descendre en division inférieure. Et puis, ce qu'on peut retenir aussi dans le bilan technique, c'est qu'il y a eu 3 joueurs de ce championnat-là qui ont intégré la sélection nationale. Et ça nous réjouit parce que ça démontre qu'il y a un travail qui est fait et que notre championnat commence à grappiller en termes de points. Dans ce registre des joueurs locaux ayant intégré les Lions indomptables, figure Serge Dora, l'artificier de la Gazette de Garoua, avec une saison record, 15 buts et 11 passes décisives, le meilleur buteur du championnat national. Dans le sens inverse, le technicien de football réagit sur les flops de la saison. On peut énumérer comme ça les licenciements abusifs des entraîneurs. Ça n'a pas été aussi rayonnant pour l'image de notre pays, pour l'image de notre football. On peut aussi déplorer le corps arbitral qui est de plus en plus contesté sur plusieurs rencontres. Donc c'est ça également qui a un peu écorché l'image de ce championnat-là. Et il faut noter également les homologations très tardives à chaque fois. Donc on peut citer ça comme des flops dans l'organisation de ce championnat. Sur la question des arbitres, ces derniers ont été violemment critiqués durant cette fin de saison, surtout sur la programmation constante de Dangamundi sur des matchs décisifs. Nous sommes satisfaits sur le plan de l'arbitrage cette saison, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de couacs et beaucoup de choses qui sont passées dans les matchs qui n'ont pas forcément été des choses bien à voir. Nous allons continuer de nous améliorer, nous allons continuer de nous battre. Dans ce que nous faisons lorsque les arbitres ne se comportent pas bien dans les matchs, ou du moins ont des performances insuffisantes, il y a 2 choses. Ils ont des coachs qui les suivent sur le plan physique et sur le plan technique. Donc ils repartent à l'entraînement, ils essaient de travailler, de bosser dur avec les vidéos que nous les produisons. Et si ça continue pas à marcher, on les met simplement au banc de touche et après on attend quand ils vont se remettre et quand ils seront en forme pour prendre les places des autres. Et là ils viendront jouer. On retient aussi le forfait général de Young Sport Academy de Bameda, relégué en Ligue régionale du Nord-Ouest, le boycott de Bambutos de Bouddha qui se ravise en cours de saison et finalement les Mangwa Boys sont relégués à Nemtien et Ditou comme les Astres de Douala et l'Union sportive de Douala.
Et le torchon brûle entre la Fédération centrafricaine de football et le ministère des Sports. Cette fois, la véritable paume de discorde est relative à la mission d'audit à la Fédération diligentée par la tutelle, une initiative que l'instance fêtière du football centrafricain n'entend pas laisser prospérer et compte faire échouer par tous les moyens. On reste avec vous, Jérès Ngepchang. Après l'épisode de Rigobert Song, sélectionneur querellé de la RCA, le bras de fer entre la Fédération centrafricaine de football et le ministère des Sports prend une autre proportion. Dans un arrêté, le ministre Héritier Daunet met en place une mission d'audit à la fédération locale. En retour, l'instance s'y oppose fermement dans un communiqué dénonçant une initiative sans fondement juridique et politiquement orientée. En réplique, selon plusieurs analystes, le ministère a institué un comité qui sera en charge d'auditionner la gestion de la fédération. Le ministère argumente que les fonds alloués pour le traitement des joueurs ne sont pas utilisés à bon escient, raison pour laquelle il va falloir ouvrir un audit pour pouvoir faire la lumière sur la gestion des fonds au niveau de la fédération. En clair, le ministre des Sports, Héritier Daunet, s'interroge sur la gestion des fonds alloués à l'équipe nationale, d'où la mission d'audit. Mais la composition de ce comité pose problème. Des personnalités comme Daniel Zéoué, les Florence Fally, les Norbert Pounaba, ils sont cités dans beaucoup de cas de détournement. Et donc, si vous voyez ces noms, ces têtes reviennent, c'est pas pour faire un travail de fond. Selon les analyses, mais c'est juste pour essayer de jeter du discrédit sur la fédération pour pouvoir brandir des faux rapports au nom de l'audit en fait. Dans une autre sortie, la Fédération centrafricaine de football interdit à ses membres toute collaboration avec ces structures qu'elle qualifie de fictives. D'autres éléments sont évoqués par notre confrère à Bangui. La fédération demande à ce que si le ministère veut instituer un comité, il va falloir faire un appel à l'audit externe et donc les experts de la FIFA qui puissent venir auditer les activités financières au niveau de la fédération. Le ministère n'a pas encore réagi, mais vous savez que c'est toujours du ping-pong entre le ministère et la fédération. Vous savez déjà que la réplique sera imminente, mais on attend l'évolution des choses dans les jours à venir pour pouvoir tirer une conclusion. En attendant le développement de cette affaire, la Fédération centrafricaine de football annonce une assemblée générale extraordinaire dans les prochains jours. Séparés, une seule pluie légère et l'herbe reverdit. De même, nos perspectives s'éclairent sous l'influx des pensées meilleures. Voilà, c'est une pensée qui exprime l'idée que des changements positifs peuvent survenir rapidement et de manière significative à partir de petits éléments ou de pensées positives. Alors, soyez positifs. Et c'est là-dessus que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir regardés et ne manquez pas, lorsqu'il sera 20h30, votre émission hebdomadaire Afro Business qui parle de la problématique de l'eau potable au Cameroun. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média et à très vite.